Abordons maintenant l'astrologie au Moyen Âge. C'est le monde arabe qui reprend le flambeau pour l'astrologie et l'astronomie, les mathématiques qui y sont associées. L'avènement de la religion musulmane au 7e siècle ne vient pas interrompre cette recherche, le Coran n'interdisant pas l'astrologie. Au contraire, dans la sourate 3, on peut lire « Dans la création des cieux et de la terre, dans l'alternance des jours et des nuits, il y a sans doute des signes pour les hommes doués d'intelligence. » On attribue au prince arabe al-Battani le premier procédé de domification utilisant la trigonométrie sphérique. Un procédé d'ailleurs assez proche de celui que l'on utilise encore de nos jours. Pour la domification, c'est-à-dire les maisons astrologiques, j'ai fait également une vidéo que vous pouvez voir sur ma chaîne YouTube, Alain P. Noël. Les Arabes construisent des astrolabes permettant de lire directement les pointes de ces maisons. À partir du XIIe siècle, les connaissances conservées et développées dans le monde arabe commencent à pénétrer les milieux intellectuels occidentaux. Citons, au confluent du courant kabbalistique juif et des connaissances arabes, l'œuvre d'Abraham ibn Ezra, né à Tolède, auteur d'une encyclopédie astrologique écrite à Béziers, dans laquelle il tente de concilier les influences cosmiques et le libre arbitre. Au XIIIe siècle, le théologien Albert le Grand, fortement influencé par l'œuvre d'Aristote et par celle du pseudo-Dénis l'Aréopagite, dont nous avons parlé au chapitre précédent, s'intéresse à l'alchimie et à l'astrologie. Il reconnaît l'influence des astres mais considère qu'elle est l'instrument de la volonté divine et que par son libre arbitre, l'homme reste maître de son destin. Cependant, son œuvre devait sentir un peu le soufre aux yeux de l'Église puisqu'il fallut attendre plus de 6 siècles pour qu'il soit canonisé, en 1931. Son disciple, saint Thomas d'Aquin, docteur de l'Église, révisant la position de saint Augustin, produira l'œuvre la plus explicite parmi les théologiens catholiques concernant la croyance à l'action des astres. Il écrit « Les impressions que produisent les corps célestes peuvent s'étendre indirectement aux facultés intellectuelles et à la puissance volitive, de même que celle-ci demeure sous l'influence des fonctions organiques. Mais il ajoute, l'homme peut toujours agir sous l'empire de la raison contre l'inclination produite par les corps célestes. » C'est précisément à partir du XIIIe siècle que les universités comme celle de Paris, Montpellier, Bologne, Oxford enseignent l'astrologie. L'université de Paris compte à cette époque entre 15 000 et 20 000 étudiants répartis dans 4 facultés: la théologie, le droit canon, la médecine et les arts. Les arts comprennent le trivium, grammaire, rhétorique, philosophie, le quadrivium, arithmétique, géométrie, musique, astronomie, astrologie. À cette époque, la science des astres forme un tout. Scientia motus est la science du mouvement des astres, c'est-à-dire l'astronomie, et Scientia judiciorum, la science des jugements, c'est-à-dire l'astrologie. Maxendel, dans Christianisme de la Rose-Croix, écrit « L'astronomie présente avec l'astrologie les mêmes rapports que l'anatomie avec la physiologie. L'anatomie explique la position et la structure des organes du corps,
L'astronomie fournit les mêmes données sur les corps célestes, et il est réservé à la physiologie d'énoncer le fonctionnement et l'utilité des organes du corps. De même, il revient à l'astrologie d'interpréter les positions relatives des corps célestes en relation avec l'humanité. Un médecin de cette époque n'est vraiment considéré que s'il est capable de déterminer les périodes propices au traitement, les saignées, les laxatifs, en fonction des positions de la Lune, de Saturne et de Mars. Sans être exhaustif, signalons 4 figures importantes du XIIIe siècle. Roger Bacon, moine franciscain anglais, qui est un des plus célèbres adeptes de l'astrologie. Il considère que les 3 bases des sciences de la nature sont l'alchimie, l'astrologie et la magie, et il recommande l'expérimentation comme véritable source de connaissances, ce qui était révolutionnaire pour l'époque. Il ne faut pas confondre Roger Bacon avec son homonyme philosophe du XVIe siècle Francis Bacon, dont Max Endel dit « Certains croient qu'il n'aurait pas été étranger aux écrits rosicruciens, Fama et Confession ». Francis Bacon a écrit la Nouvelle Atlantide qui décrit une société dont les idées sont proches de celles des manifestes rosicruciens. Après Roger Bacon, citons le roi Alphonse X de Castille, surnommé le sage ou encore l'astrologue, qui fait dresser des tables au double usage astronomique et astrologique, appelées tables alphonsines. Campanus de Novare, astrologue et mathématicien italien qui met au point un système de domification qui porte son nom et dont je vais dire quelques mots. Le plan de l'horizon et le plan du méridien étant perpendiculaires, Campanus a eu l'idée de partager chacun des 4 angles droits en 3 secteurs de 30 degrés chacun, puis il détermine les points correspondants sur l'écliptique. L'écliptique étant en biais par rapport à l'horizon, les maisons ne font plus alors exactement 30 degrés. Vous voyez sur cette image le partage de l'écliptique en 12 secteurs appelés maisons astrologiques. Cette image est extraite de la vidéo dont j'ai parlé sur la domification. Abordons maintenant l'histoire de Raymond Lull, ou Ramon Lull en catalan. Dans la révision de mon texte faite en 2017, j'ai laissé à son sujet ce que j'avais écrit en 1995, à savoir qu'il s'agissait d'un théologien espagnol qui étudia également l'alchimie et l'astrologie. Mais en préparant cette vidéo, mes recherches sur Internet m'ont amené à réaliser qu'il s'agit d'un personnage sur lequel on a beaucoup écrit avec des avis assez divergents. Je vous invite à rechercher par vous-même ce qu'il en est si cela vous intéresse. Donc je dirais seulement ici que Ramon Lull, c'est son nom donc en catalan, est né à Majorque et il vécut à l'âge de 30 ans une expérience mystique qui l'amena à apprendre l'arabe. Entré dans l'ordre des franciscains, il consacra le reste de sa vie à développer un système philosophique assez élaboré pour tenter de convertir les non-chrétiens et plus particulièrement les musulmans. Donc vous voyez ici une de ces représentations, l'arbre des sciences, donc qui visualise les principes organisateurs de la pensée de Lull, dont l'exposé a été initialement rédigé en 1295. Les 18 racines de l'arbre sont d'une part les 9 principes divins ou principes absolus qui structurent le réel, et d'autre part les 9 principes logiques ou principes relatifs qui structurent la connaissance. En fait, il critiquait l'alchimie, mais certains auteurs disent que c'était pour échapper à la condamnation d'hérésie.
J'ai lu qu'il ne s'opposait pas à l'astrologie. Il se trouve que plusieurs auteurs, dans les années et même dans les siècles qui ont suivi sa mort, se sont servis de son nom pour écrire des livres d'alchimie. On les appelle les pseudo-Raymond Lull. Il aurait, dès sa conversion, demandé à mourir en martyr et aurait vu son souhait réalisé à l'âge de 80 ans en étant lapidé en Kabylie, et il serait mort sur le bateau en vue de son île natale. Mais tout le monde n'est pas d'accord avec cette histoire. Il fut considéré comme un saint par la Vox Populi de Catalogne, le peuple catalan, dès sa mort, lui avouait un culte, mais les dominicains le considéraient comme hérétique et ils se sont opposés à sa béatification. J'ai vérifié que son nom se trouve bien dans la liste des béatifiés de l'Église catholique, mais je n'ai pas trouvé la date de sa béatification. Je pense avoir compris pourquoi. Cela s'est fait par simple assentiment de plusieurs papes du XVe au XIXe siècle et non pas par promulgation un jour donné. Raymond Lull résumait ainsi sa vie. J'ai été marié, j'ai eu des enfants, j'ai été riche, j'ai aimé le monde et ses plaisirs, puis j'ai tout quitté pour la gloire de Dieu. J'ai appris l'arabe pour propager la vraie foi, je me suis rendu chez les Sarrasins où j'ai été flagellé et incarcéré. J'ai tenté d'intéresser les chefs de l'Église et les princes chrétiens au bien public. Au XIVe siècle, citons le pape Urbain V qui est connu comme ayant pratiqué l'astrologie. Les rois de France, Charles V dit le sage et Charles VI dit le bien-aimé, ont des astrologues à leur cour, ainsi que d'autres souverains d'Europe. Au XVe siècle, un événement important vient faciliter l'expansion de l'astrologie. Il s'agit de l'imprimerie mise au point en 1453 par Gutenberg. Les premières éphémérides sont imprimées par Johann Müller de Königsberg, qui est plus connu sous le nom de Regiomontanus. Il est astrologue à la cour de Hongrie sous le règne de Matthias Ier. On dit qu'il prédit une grande terreur pour 1788, donc à un an près. Il met au point un nouveau système de domification qui porte son nom, consistant à partager l'équateur en 12 secteurs de 30 degrés chacun, à partir du point Est. Et comme Campanus, il en déduit alors sur l'écliptique les pointes des maisons. Le point Est est l'un des deux points d'intersection de l'horizon céleste avec l'équateur, l'autre étant le point Ouest. Il ne faut pas confondre ce point avec l'ascendant qui est l'un des deux points d'intersection de l'horizon céleste avec l'écliptique. Notons que le point Est et l'ascendant sont assez proches l'un de l'autre, et même en coïncidence lorsque l'ascendant est à 0 degré du Bélier ou à 0 degré de la Balance. Donc cette image est aussi extraite de la vidéo sur la domification. Ajoutons que l'astrologie a contribué indirectement aux grandes découvertes géographiques de cette époque, puisque Christophe Colomb, Vasco de Gama et Ferdinand Magellan emportèrent des éphémérides dans leur voyage. Au cours du XVe siècle, on peut noter que les papes Paul II et Innocent VIII ont pratiqué l'astrologie. On raconte que Louis XI, mécontent de son astrologue Galeotti, voulut le faire exécuter et lui dit « Vous qui lisez si bien dans l'avenir, pourriez-vous me dire à quelle époque vous mourrez ?» Celui-ci aurait répondu « Sire, je ne peux pas vous en donner la date exacte, mais je sais que je mourrai 3 jours avant Sa Majesté. » Il aurait ainsi sauvé sa tête avec un « Allez en paix !»
Les astrologues de cette époque perfectionnent les techniques de prédiction, que sont les directions secondaires et les révolutions solaires.